On en vient donc à l'acte 2. Petit acte à nouveau, 4 scènes seulement, comme l'acte 1, et qui est intitulé « Le bandit ». Ce titre, qui a été choisi par Victor Hugo, est assez ambigu, dans le sens où il pourrait se référer à deux des personnages de cet acte. Le bandit, c'est bien évidemment Hernani, qui est un hors-la-loi et qui officie comme tel pendant quasiment toute la pièce. Mais le bandit, c'est peut-être aussi Don Carlos, dans la mesure où il vient en cet acte 2 commettre un rapt sur la personne de Donia Sol, puisqu'il a entendu l'information à l'acte 1, selon laquelle Hernani et Donia Sol prévoient leur fuite à minuit. Donc il y a une ambiguïté sur ce personnage du roi, de la même manière que l'acte 1 qui était intitulé Le Roi, et donc là ne laissait pas de place à l'ambiguïté, ça se réfère effectivement à Don Carlos. Le problème, c'est que l'acte 1 nous avait bien montré un roi qui était loin de l'image qu'on se fait d'une personne royale. Donc ce bandit, voyons qui il est dans l'acte 2. Alors, si je reprends à partir des copies que vous avez rendues, une petite chose déjà sur la scène 1. Elle a l'air assez anodine, puisque finalement ce n'est que Don Carlos qui attend sous la fenêtre de Donia Sol. En termes d'action, finalement il ne se passe pas grand-chose. Ça permet juste de voir combien il l'aime et combien il l'attend et combien il est déterminé à l'enlever. Donc ça ternit toujours cette image du roi. Ce qui est intéressant dans cette scène 1 et que vous avez un peu passé sous le silence, c'est la manière dont se comportent les courtisans du roi. Donc ce sont des personnages qui sont extrêmement secondaires et qui vont revenir ici sur cet acte 2, qui reviendront un peu dans l'acte 4 et qui reviendront également au début de l'acte 5. Mais ce qui est intéressant les concernant, c'est ce qu'ils disent sur la royauté, sur leur manière de fonctionner vis-à-vis du roi. Et en fait, ça permet à Victor Hugo de faire une critique de cet ancien système monarchique, sur cette habitude de cour que les nobles ont pris, et ça montre leur arrivisme, ça montre leur hypocrisie, ça montre également qu'ils sont prêts à suivre les ordres du roi, même si ce sont de mauvais ordres. Visiblement, aucun des courtisans de cette scène 1 de l'acte 2 ne remet en cause l'idée d'aller enlever une femme de nuit parce que le roi l'a décidé. Donc il y a véritablement un intérêt ici dans la critique, et bien évidemment ce type de personnage a gêné les censeurs quand ils ont lu la pièce. Donc voilà pour la scène 1. Pour la scène 2, ce qui est particulièrement intéressant à relever, c'est ce personnage de Donia Sol qui va s'opposer au roi par les mots et puis par les actes, et qui se révèle finalement un personnage plus fort qu'il avait pu apparaître sur l'acte 1. On voit effectivement qu'elle est farouche, qu'elle est déterminée à s'opposer à tous ceux qui vont contre sa volonté, qu'elle est la femme d'un seul homme, et c'est Hernani, et donc elle a fait véritablement des choix et qu'elle est capable de les défendre. Donc bien évidemment elle parle beaucoup moins dans la pièce que les autres personnages, mais ça reste un très beau personnage féminin dans un théâtre qui est majoritairement masculin encore à cette époque, et d'ailleurs certainement encore aujourd'hui. Mais voilà, on a finalement un très beau personnage féminin. Et j'attire votre attention sur un détail qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui en fait est essentiel pour la suite de la pièce, c'est le poignard. C'est l'objet clé pour notre Donia Sol, puisque c'est à la fin de cette scène 2 qu'elle le vole à la ceinture de Don Carlos. Je suis au vers 539-540, Donia Sol. Pour mon honneur, je ne veux rien de vous que ce poignard, Seigneur. Et puis il y a la didascalie, elle lui arrache le poignard de sa ceinture, il la lâche et recule. Et donc avec ce poignard, elle se déclare prête à l'attaquer et à se suicider. Ce poignard qu'elle a volé dans cette scène 2 de l'acte 2 à Don Carlos va la suivre pendant tout le reste de la pièce. C'est ce même poignard qu'elle cache dans l'écrin à l'acte 3, l'écrin qui était celui de sa parure nuptiale. Et donc je vais retrouver notre vers. Quand elle retrouve Hernani à la scène 4
de l'acte 3 et que Hernani lui reproche de se marier aussi facilement avec Don Ruy Gomez, on a les vers 908 et suivants. Alors ça commence par une didascalie. Elle va au coffret, y fouille et en tire un poignard et elle dit: vous n'allez pas au fond, c'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, je pris au roi Carlos lorsqu'il m'offrit un trône et que je refusais pour vous qui m'outragez. Donc elle revient sur ce poignard et on précise bien que c'est le poignard qu'elle a volé à Don Carlos à l'acte 2. Et puis c'est ce même poignard qu'elle réutilise encore à l'acte 4, quand on est au vers 1697. Donc on est dans le tombeau, tout le monde est rassemblé, on fait venir Donia Sol. Hernani dans un premier temps la repousse avec un madame assez sévère et elle répond: j'ai toujours son poignard. Donc elle avait gardé dans son corsage le poignard de Don Carlos qu'elle garde pour pouvoir se suicider à tout moment. Et puis à l'acte 5, on retrouve encore ce poignard-là, alors qu'elle n'utilisera pas du coup pour se suicider puisque c'est le poison qui est privilégié, mais dans l'affrontement final avec Don Ruy Gomez, on a tout de même une première didascalie qui dit: elle tire un poignard de son sein, et vers 2065, voyez-vous ce poignard, ah vieillard insensé, ne craignez-vous pas le faire quand l'œil a menacé, et ainsi de suite. Puis elle jette le poignard par terre. Mais c'est-à-dire que cet objet qui est utilisé à l'acte 2, scène 2, qu'elle vole à la ceinture de Don Carlos, va être fondamental et va être associé à Donia Sol pendant la totalité de la pièce. Véritablement, c'est le moyen qu'elle a pour se mettre à l'égal des hommes, pour montrer qu'elle aussi peut maîtriser son destin, qu'à tout moment elle peut faire le choix du suicide parce que ce sera plus honorable et plus en lien avec ses convictions profondes. Donc finalement c'était un indicateur qui la suivait sur l'ensemble des scènes et des actes pour nous montrer que son choix final du suicide, même si c'est par le poison, était finalement couru d'avance. Voilà, donc c'est un objet qui est essentiel. Ce goût aussi pour les objets, là, chez Victor Hugo, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le drame romantique. On n'utilisait pas autant d'objets dans le théâtre classique. Ça vient beaucoup de l'influence du mélodrame et puis des renouvellements dans la mise en scène. Donc c'est des choses que nous verrons aussi pour cette symbolique des objets. Sur la symbolique du poignard, on va faire soft pour l'instant et on en reparlera si l'occasion s'en présente. Mais voilà, pardon. Ensuite, je poursuis, pardon, sur l'acte 2. À la scène 3, ce que je voudrais corriger par rapport à ce que j'ai lu dans les copies, c'est la manière dont ça se passe entre Hernani et Don Carlos. Ce n'est pas Hernani qui fuit la scène, dans la mesure où lui il est toujours en scène après, et c'est bien Don Carlos qui sort. Je vous rappelle que de manière classique, une scène change à partir du moment où un personnage entre ou sort. Donc à la scène 3, nous avons 3 personnages en scène: Don Carlos, Hernani, Donia Sol, et c'est Don Carlos qui va fuir, protégé par Hernani. Pourquoi? Parce que lors de leur affrontement, il y a cette joute verbale. Don Carlos refuse le duel parce que c'est déshonorant pour lui de se battre avec un hors-la-loi, et donc il veut pousser Hernani à l'assassiner, ce qui est déshonorant pour Hernani. Et donc comme cette question de l'honneur est fondamentale, l'un des sous-titres choisis par Victor Hugo, et c'est celui qu'il va garder à la fin, c'est l'honneur castillan. Donc cette question de l'honneur qu'on a déjà vu dans l'acte 1 est fondamentale. Hernani refuse d'être un simple assassin de Don Carlos. Donc il choisit de le protéger, de lui donner son manteau et de le laisser partir jusqu'à trouver une occasion plus favorable pour le tuer avec honneur. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est Don Carlos qui sort de cette scène 3 sain et sauf, couvert par Hernani, avec ce sens de l'honneur qui domine sur l'envie d'une vengeance qui serait trop basse et donc trop déceptive.
Au final, il nous reste la scène 4, et par rapport à vos copies, ce que je voudrais reprendre, c'est cette question du baiser que vous avez beaucoup souligné, qui est tout de même un baiser relativement chaste dans la mesure où il se fait sur le front. Alors bien évidemment, pour les censeurs, c'était déjà beaucoup trop, hein, que Doniassol se laisse approcher d'aussi près par Hernani et qu'elle lui laisse prendre ce baiser sur le front. Mais ça reste quelque chose qui est encore relativement chaste et qui ne va pas pouvoir tout à fait nous faire croire que Doniassol est la dévergondée que le censeur Briffaut voulait faire passer aux yeux de tous. Il y a quelque chose qui reste encore très honorable dans la conduite des deux amants. En tous les cas, ça permet d'avoir sur cet acte 2 ce duo amoureux, de la même manière qu'à l'acte 1, scène 2, on l'avait vu, et qu'on va le retrouver également dans la scène 3, ce moment où il n'y a que les deux amants qui comptent, pour alimenter toujours cette intrigue amoureuse, et puis pour renouveler de manière permanente la force de l'amour de Doniassol et Hernani. Si ça revient aussi régulièrement dans les 3 premiers actes, ces scènes de dialogue amoureux, c'est pour préparer la fin funeste de nos deux amants, sur l'acte 5 bien évidemment. Donc voilà pour les reprises par rapport à ce que j'avais lu dans les copies, pour quelques ajouts aussi des éléments fondamentaux de cet acte 2, et à bientôt pour la suite.